Bonjour, merci de suivre ce second cours du module numéro 3 dédié au storytelling. Et là, nous allons faire un zoom sur ce qu'on appelle le storytelling par canaux. En fait, comment raconter son histoire en fonction des différents canaux de distribution et comment la concevoir. Donc, l'objet de ce cours, c'est d'essayer de comprendre pourquoi vous avez besoin et comment il faut faire pour raconter, puis dédier des histoires spécifiques à chacun des canaux de distribution, hein. Pour que les consommateurs commencent à croire à votre message, bon, il faut qu'ils l'entendent, il faut qu'ils le voient, il faut qu'ils interagissent avec lui au moins 3 à 5 fois. Donc, ce que ça veut dire, c'est qu'au fur et à mesure que le consommateur va naviguer au sein de l'écosystème digital, c'est absolument nécessaire d'avoir une histoire qui est très spécifique, quasi irrésistible à lui raconter, et qui va être intégrée suffisamment consistante pour que vous puissiez modifier en profondeur son comportement de consommateur. C'est ça l'objectif du storytelling. C'est de susciter suffisamment d'émotions pour arriver à une modification du comportement de consommateur à l'égard de votre marque. Tout ça, vous devez concevoir ce récit, cette histoire, de façon à ce qu'il puisse être adapté à chaque canal de distribution. C'est principalement l'enjeu aujourd'hui sur le digital, donc les blogs, les mobiles, les réseaux sociaux et le reste. Donc l'objectif de cette formation, c'est vraiment de vous donner les clés pour répondre à ce besoin. Donc nous allons définir, l'objet de cette formation, c'est donc d'apprendre à créer puis à développer un récit de marque qui s'adapte, qui soit adaptable. Donc déjà comprendre pourquoi vous avez besoin d'en définir un. Ensuite, comment le créer et le développer du bon storytelling. Et enfin, comment faire en sorte de raconter des histoires qui soient dédiées et spécifiques par canaux. Bon. Donc d'abord, un petit zoom quand même un peu rapide sur aujourd'hui à quoi ressemble l'écosystème digital. Alors, je pense que nous serons tous d'accord pour dire qu'il y a aujourd'hui un archi trop-plein de contenu et de médias sur la place digitale et le marché digital qui est Internet, d'accord? Ça, je pense qu'on est tous clairs là-dessus. C'est des choses qu'on a entendues et réentendues. L'infobésité, toutes les expressions qui sont créées, qui sont nées du fait tendant à qualifier justement ce trop-plein d'informations. Bon, clairement, il y en a beaucoup trop. Jusqu'où ça va aller, on ne sait pas. Mais en l'état, ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, euh, enfin, il y a quelques chiffres enfin, qui sont quand même pertinents à réaliser. En moyenne, chaque jour, on interagit avec à peu près 3000 messages marketing, que ce soit des SMS, des commentaires, des likes, des tweets, des partages, tout ce que vous voulez. Et c'est au sein de ça qu'on navigue tous les jours. Dans le même temps, en tant que consommateur, nous, on a de fait un déficit d'attention aujourd'hui qui est manifeste. Donc, ce que concrètement ça signifie, c'est que nous, en tant que consommateurs, on peut consommer qu'un nombre limité de contenus tous les jours. Donc, en toute logique, on va forcément être amené à mettre des filtres chaque jour, soit de manière volontaire, ça s'appelle les adblocks, soit par omission, c'est-à-dire par omission, c'est-à-dire inconsciemment, c'est là que je veux dire, afin vraiment de ne pouvoir consommer finalement que le contenu qui est strictement nécessaire pour nous à un certain moment donné. Donc, nos vies de consommateurs, elles sont en général extrêmement dynamiques, bien remplies, imprévisibles. Bon, bref, tout ça, ça impacte la façon dont on consomme du contenu tous les jours. Donc, du point de vue strict du marketeur, ça devient évidemment beaucoup plus difficile de toucher ce consommateur, de l'atteindre, que ce que vous soyez en B2C ou en B2B, c'est la même chose, avec les messages qu'on conçoit. Donc, ça veut dire qu'il faut trouver d'autres moyens aujourd'hui de sortir de la nasse, de sortir de l'océan, pour le toucher véritablement. Donc, l'idée clairement, c'est que tous ces consommateurs sont extrêmement, extrêmement influençables. Combien de fois est-ce que vous avez été sur votre fil d'actu Facebook et que vous avez lu un commentaire d'une personne que vous avez considérée de confiance qui a eu une mauvaise expérience consommateur avec une marque? J'ai eu le cas personnellement, j'ai fait pas mal de running pendant une période. J'ai eu des désagréments particuliers avec l'appli Nike que j'avais pour chronométrer mes entraînements. J'ai pesté comme une dingue sur Facebook parce que j'étais exaspérée que mon appli ne marche pas. Et mes copains ou copines runneuses m'ont dit ah bon, l'appli Nike c'est pas génial, mais alors qu'est-ce que tu recommandes? Bref, donc tout ça, ça n'est qu'un exemple et une histoire personnelle. Je suis persuadée que vous en avez vécu des dizaines du même type.
Tout ça est vraiment extrêmement impactant aujourd'hui et c'est une composante importante avec laquelle les marketeurs doivent gérer pour faire passer quand même l'histoire et le message. Bon. Donc, ce que ça veut dire concrètement, c'est qu'on est extrêmement influencé par nos pairs entre guillemets, hein, et PAIRES, et bien souvent, nous influençons nous-mêmes aussi les autres sur la base des conversations ou des expériences quotidiennes qu'on a avec les marques, sans pour autant discuter directement avec elles. Donc, malgré tous ces défis extérieurs, en tant que marketeur, on est obligé de composer avec, et on a toujours des objectifs business à réaliser, on a toujours des impératifs de revenus à réaliser, et il va bien falloir composer avec cette situation. Euh, donc, c'est à nous de nous adapter. Et pour nous adapter, il y a un certain nombre de principes qu'il faut suivre qui peuvent justement aider, notamment quand on quand on recourt au storytelling. C'est la raison pour laquelle le storytelling a une place structurelle en content marketing parce que c'est ce qui le distingue du contenu SEO, du contenu on produit sans se soucier de savoir qui va lire, comment et pourquoi. Bon. Donc apprendre à établir un scénario de storytelling, même si vous vous doutez que ça ne fera pas l'objet d'une démonstration algorithmique et hyper scientifique. En tous les cas, des guidelines peuvent être émis sur le sujet et c'est extrêmement nécessaire pour pouvoir vous aider à bâtir un scénario si imparfait soit-il. Donc on peut dire en gros qu'il y a 5 principes du storytelling qui seront des guidelines pour vous à suivre. Le premier d'entre eux, vous le savez, on l'a suffisamment rabâché, c'est qu'il faut vraiment penser en média et raisonner en éditeur de votre propre média. Puisqu'on aborde la question du storytelling, il y a 2-3 choses qui sont importantes. D'abord, euh, il y a certains principes clés qui ont pu être analysés, avec lesquels on peut composer un cadre de travail. Et le premier d'entre eux, c'est vraiment que les marques doivent raisonner comme des médias. Quand vous allez par exemple sur le site de Red Bull, d'accord, vous faites le test, vous passez votre souris sur le logo, franchement, on dirait que vous êtes sur CNN ou sur TF1, quoi. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ils produisent du contenu visuel chaque fichue journée. Du contenu visuel hyper pertinent pour leurs consommateurs cibles. Alors là, c'est pas un cours dédié au personnage ni à la détermination de l'audience, mais on a bien compris que les principes de base du scénario de Red Bull, c'était le mot-clé, c'est l'énergie. Toutes les images qui sont diffusées par Red Bull sont centrées sur l'énergie. Donc ce qui est intéressant de noter là, et si vous observez bien, c'est qu'ils ne parlent quasiment jamais de leurs produits. Bon. C'est quasiment tout le temps, des événements incroyables, des sports irréels. Alors, effectivement, avec leur logo, partout, leur message, donneur d'aile, dopeur d'énergie, tout ce que vous voulez. Et en gros, c'est vraiment, ils ont réussi à devenir un média sans jamais parler de la marque du média, tout en étant toujours omniprésent. Bon. La deuxième idée, le deuxième pilier, c'est qu'il faut vraiment concevoir un récit qui sera adapté aujourd'hui à tous les supports de diffusion. D'accord? C'est vraiment, et tous les écrans. Ça, c'est la caractéristique, c'est la contrainte du digital. Il y a un trop-plein de médias, on l'a déjà dit. Il y a un trop-plein d'objets qui sont des supports de diffusion, qui sont autant d'endroits depuis lesquels un consommateur peut consommer du contenu. Donc ça répond à la question vraiment essentielle du contexte, qui en matière digitale est plus important que tout le reste. Donc la distribution, c'est en effet là où la plupart des plans de content marketing et de social media en fait souvent commencent, parce que c'est là que ça devient touchy. Donc un petit zoom quand même simplement parce qu'il faut quand même bien le dire. Rappelez-vous quand même que de 94 à 2008 à peu près, avoir une stratégie de distribution digitale, ça suffisait tout court. Tout le monde accédait à l'époque au contenu digital en utilisant un ordinateur, point barre, un fixe ou un portable, mais on pouvait le regarder à peu près comme on regardait la télévision. Donc indépendamment du mode de diffusion de votre contenu, qu'il était diffusé par un email ou par un site web, votre stratégie digitale concrètement, elle consistait à avoir une diffusion de contenu vers un ordinateur consommé par une audience. Tout le monde savait à quoi ça ressemblait, cette stratégie digitale, c'était assez bordé. Euh, mais aujourd'hui, et évidemment encore demain, on ne sait pas ce que demain nous réserve, mais c'est devenu doublement plus complexe. Au fur et à mesure qu'on a perçu vraiment une augmentation exponentielle à la fois du volume de contenu et des interfaces sur lesquelles notre contenu apparaît, et en plus sur le type d'outils sur lesquels on vit notre expérience utilisateur, les supports,
tablette, portable, ordinateur, bref. Donc le contexte dans une stratégie digitale est devenu réellement capital. D'abord parce que ça veut dire qu'aujourd'hui maintenant le contenu digital c'est vraiment devenu une conversation, c'est un double sens. Donc le récit pilier de votre storytelling, il aura vocation à alimenter cette conversation de manière tacite. Ensuite, les types d'interfaces que les consommateurs vont utiliser aujourd'hui pour interagir avec nos contenus ont juste littéralement explosé. On vit avec nos mobiles, on regarde la télé ou une vidéo sur un mobile, on zappe de la télé vers l'ordinateur, au mobile, bref. Donc il faut vraiment que par avance, votre récit soit adapté, préparé, optimisé pour tous ces écrans. Troisièmement, Troisièmement, pardon. Donc, le contenu. Il faut absolument, pour pouvoir vous adapter à ces différents canaux de distribution, miser sur du contenu qu'on appelle un peu en temps réel. Donc, l'exemple, on en reparlera plusieurs fois dans cette formation, mais l'exemple absolument inédit et cas d'école de contenu en temps réel, c'était aux États-Unis et il a été relayé partout dans tous les masters de marketing. C'était l'exemple Oreo. Donc, vous avez certainement peut-être pas dû regarder le Super Bowl il y a 3-4 ans, qui est l'événement sportif de l'année. C'est leur football américain, l'équivalent un peu de notre rugby. Euh, alors que c'est le moment de l'année où tous les annonceurs dépensent des fortunes et des millions de dollars pour le spot publicitaire qui va être calé à tel et tel moment, il y a 3 ans, je crois, une immense coupure d'électricité, mais totale. Bon. Donc, léger malaise, grand moment de solitude pour les organisateurs, euh, et génie absolu des équipes marketing de Oreo qui ont en direct produit un morceau de contenu archi impulsif, créatif, pertinent, top, euh, sur qui était You can still dunk in the dark. On en reparlera dans les principes de la conversation sociale, vous verrez. Euh, mais ça, c'était vraiment un exemple où en fait, ils ont réussi en temps réel à tweeter une petite phrase sympa en citant leur marque sans la citer, avec un petit visuel sympa qui représentait le Oreo masqué dans l'ombre du Super Bowl. Ça a été retweeté des millions de fois. Je ne précise pas plus parce que c'est pas vraiment l'objet du cours du storytelling, mais je détaille un petit peu l'exemple pour que vous le resituiez. Si vous allez à la formation numéro 6 sur le principe du storytelling, vous verrez, on développe beaucoup le point, vous aurez des visuels et le reste pour mieux comprendre. Bref, l'idée c'est vraiment que ce contenu en temps réel a été d'une valeur pour la marque qui a été incommensurable. Ils ont eu je ne sais plus combien de milliers de tweets et de retweets en instantané et ensuite de likes augmentés sur Facebook. Enfin, ça a rendu absolument séduisante la marque Oreo au moyen d'un contenu diffusé en temps réel. Et c'était vraiment l'état d'esprit de la newsroom qui était pendant le Super Bowl, puisqu'ils avaient payé des fortunes pour être présents et profiter de ce moment pour diffuser des contenus en temps réel. Donc le quatrième des principes, c'est l'humanisation de vos contenus. Ça, c'est une dimension qui est très importante parce que, euh, franchement, traiter avec une marque ou un logo, c'est pas forcément quelque chose qu'on fait aujourd'hui. Enfin, c'est assez impersonnel et, euh, et vraiment absolument pas attractif. Ça passe, c'est noyé dans l'océan des contenus. En revanche, si vous faites en sorte d'humaniser votre marque en la faisant incarner, là, clairement, vous êtes capable de passer plus d'émotions. Je vous donnerai un exemple dans les slides qui suivent d'incarnation d'une marque qui a priori n'est pas sexy pour dessous et qui se rend extrêmement sexy grâce à un super ambassadeur de marque. Cinquième pilier, c'est vraiment l'idée, forcément, hein, l'idée de comprendre votre audience. Ça, je pense que depuis le temps, vous l'aurez compris parce qu'on le répète systématiquement, mais c'est fondamental. Il faut comprendre son audience, comprendre quels sont ses centres d'intérêt. L'idée, ces centres d'intérêt, c'est évidemment pas de rester centré sur les données statistiques et démographiques que vous avez pu collecter, vos datas, tout ça c'est très bien, mais c'est d'abord et avant tout l'audience. À quoi est-ce qu'ils font attention quand ils ne sont pas engagés avec votre marque? Est-ce qu'ils aiment la musique? Est-ce qu'ils sont intéressés par des data centers, par des boutons de chaussures, par de la pêche sur les plages d'Amérique du Nord? Bref, sont-ils intéressés par la technologie? Enfin, toutes ces questions, l'idée c'est vraiment d'avoir une vue à 360 degrés pour pouvoir être capable de concevoir une histoire et de raconter un récit sur tous les canaux qui leur plaisent. Parce que vous pouvez avoir un tronc commun de récit de marque qui sera très sérieux, très intéressant, mais si vous voulez que votre marque soit présente sur Facebook,
et que ce soit sympathique à regarder depuis un smartphone, il va falloir trouver un moyen un peu plus ludique et sympathique, peut-être plus visuel. Donc ce sera peut-être très intéressant de savoir que votre audience qui est d'habitude très sérieuse et très geek est par exemple folle de heavy metal, par exemple, pour disséminer dans votre histoire des éléments qui pourront faire qu'elle prêtera attention à votre marque sur tel ou tel réseau. Euh, alors, on va analyser maintenant quels sont les composants d'une histoire efficace. Parce qu'on arrive à peu près à les catégoriser. En réalité, il y en a à peu près deux principaux. Et à bien y réfléchir, franchement, ils sont assez logiques, ça fait sens, d'accord. On a rien à voir avec le on essaie juste de ranger correctement les choses pour que vous puissiez avoir des guidelines, c'est une sorte de cadre de travail déjà balisé. D'abord des éléments rationnels. Donc ça, ce sont ceux pour lesquels vraiment on est particulièrement connu, on est bon là-dedans, nous les marketeurs. Alors on est moins cher, on est plus abordable, on est plus accessible, voilà, on est les meilleurs. Bon, bref. Euh, Par exemple, si vous pensez aux États-Unis, il y a une marque, bon, ou en France l'équivalent ce serait Lidl. Le principal critère chez eux, c'est voilà, on est les moins chers. Walmart, vous savez que si vous allez chez Walmart, par nature c'est qui sont les moins chers. Tout leur récit de marque repose autour de cet élément. Ensuite, vous avez des éléments émotionnels. Clairement, ce sont les plus importants pour que l'histoire soit efficace. Donc c'est être heureux, drôle, gentil, sympa, avoir de l'empathie, être sympathique, avoir de la confiance. Euh, donc un exemple que j'ai trouvé assez intéressant sur le sujet, qui je trouvais illustrait très bien le perfect mix entre message rationnel et émotionnel, c'est BMW, qui quand même, bon, élément rationnel, c'est la voiture, donc vraiment fiable, sérieuse, qualité, plaisir de conduite, espace confort, luxe, bon, petite dimension très, voilà, mais des éléments rationnels et objectifs qui font qu'on adore cette voiture, qui allie son image pour susciter plein d'émotionnels et faire en sorte que ça tourne bien sur les réseaux sociaux et qu'on en arrive à partager des images de BMW quand ils sont associés au top modèle que vous connaissez peut-être, Carolina Kurkova, qui était une ancienne Victoria's Secret Angels. Et donc BMW a choisi Carolina Kurkova pour incarner sa marque, qui se qualifie elle-même de supermodèle, super businesswoman, super mom. Donc c'est carrément l'autre aspect qui est beau, engageant, luxe, élégance, mais qui sont donc des traits de caractéristiques communs, mais au travers de contenus qui sont beaucoup plus émotionnels, portés par l'ambassadrice de marque Carolina Kurkova. Et d'ailleurs, les vidéos faites par la marque mettent en scène Carolina Kurkova dans une scène de la vie de tous les jours, où elle raconte son histoire, et au sein de son histoire, on la voit évidemment faire du shopping, aller ramasser enfin aller faire ses courses et le reste, et monter dans sa super BMW. Voilà, voilà un bon mix de d'une histoire qui est faite pour être distribuée sur différents canaux. Donc, si on veut essayer de le définir, comment est-ce qu'on pourrait dire que ce qu'est du bon storytelling? Alors, il y a beaucoup d'éléments à remplir, beaucoup de critères à satisfaire. On a essayé de les résumer plus ou moins sur ces petites briques. D'abord, le premier des éléments, c'est que le bon storytelling doit toujours élever le niveau des objectifs de la marque et de ses priorités. Donc, si vous êtes un fabricant de bijoux, c'est pas sûr qu'il soit nécessaire de parler de céréales. Bon, ou en tous les cas d'intégrer un paquet de céréales, je sais rien, dans un contenu que vous concevriez. Si vous vendez des produits de data center, bon, c'est pas non plus forcément très pertinent de placer un visuel de tennis, par exemple. Bref. Donc, quelle que soit la flexibilité que vous voulez avoir par rapport à votre récit, il faut quand même que cette flexibilité reste en phase avec les objectifs de votre marque et ses priorités. La deuxième caractéristique du bon storytelling, c'est vraiment d'être émotionnel. C'est l'émotionnel que les gens partagent. Les gens adorent partager de belles et de bonnes histoires. Si vous regardez votre fil Facebook, toutes les choses que vous partagez ou qui se partagent ou qui vont réagir, c'est aller à 80% des infos qui sont en dehors, vous savez, de vos histoires professionnelles ou voilà, donc c'est ceux qui sont empreints d'une bonne histoire, c'est des photos de vos enfants, de votre famille, c'est des grands moments, des moments de joie, enfin bref.
Donc c'est vraiment des choses qui ont vocation à être émotionnelles. Donc le mix qu'on vient de présenter permet à la marque BMW, qui a priori n'a pas grand-chose de super émotionnel à diffuser, comme ça d'emblée, en s'associant à une femme qui transmet beaucoup d'émotions à tous égards, permet justement de faire que on puisse être amené à partager sur Facebook une photo en lien avec BMW parce que c'est Carolina Kurkova qui est dessus. Euh, une des troisièmes caractéristiques, c'est de décentrer vos objectifs business de votre récit. En tous les cas, au départ. Bon. En gros, l'idée, c'est qu'il faut vraiment essayer de faire une parenthèse dans les objectifs qui sont liés à votre cycle d'achat. Les bons contenus ou les bons storytelling, ça doit aussi vivre en dehors du tunnel d'achat. D'accord? Pas tous, d'accord, mais certains. Donc, il faut sortir un peu des ornières et de l'obsession. Alors, bien sûr, conduire, diffuser un message de vente, il faut générer des clics, il faut. D'accord, ok. Mais si vous pensez au-delà, vous devez également créer un environnement qui va être pertinent pour vos consommateurs, qui va faire sens et qui va les faire s'élever au niveau de vos objectifs business. Donc, euh, voilà. Ensuite, l'autre élément d'un bon storytelling, c'est vraiment le côté evergreen. Bon. L'idée, c'est que le contenu ou l'histoire que vous allez raconter n'est pas forcément toujours, enfin, va pas toujours s'articuler autour de votre seule campagne, en gros. Donc, le contenu, il faut qu'il puisse s'articuler autour de nouveaux thèmes, autour d'un événement, autour d'un sponsor, autour d'un partenariat. Donc, il faut vraiment que vous puissiez avoir une sorte de flexibilité éditoriale qui est très importante. Votre récit ne peut pas être adapté que aux campagnes de contenu que vous faites. Vous allez peut-être être amené un jour à faire un partenariat avec une marque qui n'a absolument rien à voir avec vous. Il faut que votre contenu initial, celui qui constitue votre récit, soit capable d'être adapté et de réagir. Ce serait dommage de louper une opportunité commerciale fantastique de partenariat ou de sponsorship, simplement parce qu'au final vous dites mais quel rapport, j'arriverai jamais à être cohérent par rapport à mon récit si je m'associe avec telle ou telle marque. Bon. Ensuite, le bon storytelling, la bonne narration, elle doit quand même toujours être enracinée dans des données comportementales. Ça veut dire que si 80% de votre audience c'est constitué d'ingénieurs, vous allez a priori quand même pas partager des photos de pandas ou de petits chatons sur votre page Facebook. A priori. Bon. En revanche, si vous avez une audience qui est composée à 90% d'ingénieurs, mais qui se trouve qu'au sein de cette audience, c'était l'exemple que j'avais pris tout à l'heure, un pourcentage élevé adore la country music ou le heavy metal, bon, il peut faire sens de mettre dans votre page Facebook des contenus sur Taylor Swift, Iron Maiden ou je sais qui d'autre. Bon. Donc il faut toujours penser au centre d'intérêt de votre audience hors son centre d'intérêt business. Ça, c'est toujours très important, ça aide beaucoup à customiser un peu son storytelling. Également, un bon storytelling doit aussi traverser les silos organisationnels. Alors concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il faut désegmenter. Votre récit ne doit pas se lire que du point de vue strictement marketing. Ça veut dire qu'au fur et à mesure que vous réfléchissez à quelle sera votre histoire, vous devriez être connecté avec des gens au sein de votre entreprise. Absolument. Les équipes marketing produits, les équipes marketing événements, les équipes télémarketing, n'importe quel groupe d'études de marché que vous pouvez avoir sera de toute façon pertinent pour comprendre comment vous allez pouvoir raconter une histoire au sein de au travers de ces silos, justement, de manière un peu presque transcendantale. Donc, euh, enfin, le storytelling doit aussi ce qu'on appelle réussir on va dire, conduire le succès dans le futur, donc avoir une sorte de récit long terme, une durabilité, une vraie histoire à raconter. Pour le faire, il faut quand même qu'on soit consistant. Il faut qu'elle ait besoin de vivre plus qu'un mois. Bon, il faut qu'elle tienne en gros la distance pendant au moins 6 à 12 mois. Et il faut que le récit que vous allez monter, tienne à peu près cette période-là. Enfin, le bon storytelling, c'est celui qui permet si on peut dire, de combler l'écart. Vous allez avoir des campagnes, vous allez avoir des lancements de produits, ok, pour lesquels vous produirez peut-être en particulier du contenu. Vous allez avoir toutes ces différentes choses pendant une année calendaire, selon votre calendrier éditorial. Il faut que votre histoire puisse continuer à nourrir votre machine de contenu jour après jour, en dépit de ces moments, ces pics. Alors, une fois qu'on a défini ce que c'était qu'un bon storytelling, bon, rapidement, quelles en sont les vertus? Ça, je pense que vous l'avez compris. Quels sont les bénéfices d'un bon récit? Évidemment, c'est qui permettent le partage. Euh, vous pouvez raconter de super histoires et voilà, regardez Red Bull, Coca, Pepsi, toutes ces histoires, elles ont de super histoires à raconter.
Et quand vous êtes capable de raconter une bonne histoire, forcément, vous incitez au partage. C'est ce qu'on fait quand on est content sur Internet et qu'on a vécu une émotion, quelle qu'elle soit. Donc c'est vraiment le résultat, la conséquence logique de l'évangélisation. Et c'est ce qui arrive si vous arrivez à influencer les autres, justement. Donc c'est ce qu'on vient de développer. Quand vous partagez, vous endossez nécessairement la marque, que vous soyez conscient ou pas. C'est ce que vous faites quand vous partagez sur votre réseau social. Bon. Et c'est ça qui va générer des ventes. Euh, Évidemment, c'est pas facile forcément à faire quand vous travaillez dans un environnement B2B, mais on peut le faire justement grâce à la méthode des personas en déterminant les centres d'intérêt de vos, de vos, de vos personas. Par exemple, vous pouvez avoir, bon, on reprend l'exemple de mon super geek qui bosse dans une boîte de techno et qui parle techno, mange techno, boit techno toute la journée. Bon, lui, il adore le heavy metal, mais c'est peut-être aussi un super runner ou un type qui adore faire du cyclisme le week-end, auquel cas, ça peut être un levier. Vous pouvez parfaitement intégrer des contenus qui intègrent cette dimension-là, en tous les cas de manière plus ou moins parcimonieuse. Bon, et en fait, au final, ce qu'il faut retenir, et ça on l'a dit en introduction, c'est que les résultats positifs, concrets, tangibles, mesurables d'un bon storytelling, ce sera vraiment le changement du comportement du consommateur au final. Et finalement, c'est peut-être tout ce que vous voulez. Repositionner votre marque, vendre des produits, faire en sorte que les gens participent à un événement. Et grâce à un storytelling, un bon récit de marque efficace, vous arriverez à obtenir des résultats. Et l'impact, c'est que ça modifiera le changement, ça modifiera le comportement de votre consommateur. Donc, on va aborder maintenant la dimension, donc une fois qu'on a compris bien quelles étaient les définitions, les caractéristiques, la dimension storytelling et contenu, comment construire une stratégie de contenu autour d'un récit. Euh, alors, là, il y a plusieurs dimensions à aborder. À présent que bon, vous commencez à penser à votre récit, il y a plein de contributions qu'on peut identifier. Euh, et qui vraiment vont vous aider en fait à concevoir votre récit. Si vous les prenez en compte dans la construction de votre récit, avec toujours comme objectif d'aboutir à terme à une modification du consommateur, du comportement du consommateur, ils peuvent réellement vous aider. Donc on les liste rapidement. On fonctionne toujours par type de questions qu'il vous faut poser, mais qui vont vous permettre finalement de guider votre imagination, de partir de la feuille blanche et d'arriver à quelque chose qui soit tangible. Alors, premier insight, les piliers de la marque. Demandez-vous quels sont les principes fondamentaux de votre marque, ses valeurs. Vous pouvez parfois être un peu confus sur le sujet, parfois les gens vont partager ces messages de marque dans le cadre d'un récit en ligne, parfois ils vont le faire au travers d'une publicité, bon, vous n'en savez rien. Mais dans la majorité des cas, nous, en tant que consommateurs, il faut bien garder présent à l'esprit qu'on ne fait pas confiance au message d'une marque. Donc, euh, il faut vraiment, si vous postez un communiqué de presse ou une communiqué de pub sur votre page Facebook, en général, ça ne va pas susciter un grand engagement. Mais si vous concevez votre récit et que vous arrivez à diffuser une vraie histoire derrière, bon, avoir ces valeurs de marque, c'est toujours utile pour vous permettre de concevoir ce récit. Le meilleur exemple de ça, qui me vient à l'esprit, c'est la marque américaine Whole Food. Bon, c'est un supermarché basiquement qui vend que des produits bio, vegan et très healthy food. Euh, Ils parlent jamais d'eux, mais en revanche, les valeurs de leur marque sont extrêmement clairement identifiées, que ce soit sur leur site web ou dans leur magasin. C'est vraiment, nous sommes éco-responsables, on fait tout du bio, du biodégradable, enfin toutes ces choses-là. Et ça, ce sont les valeurs originelles de la marque, c'est ce qui lui permet de sélectionner ses produits, et c'est parfait à intégrer dans un récit, une belle histoire à raconter qui séduise les consommateurs. Deuxième insight, c'est en gros quelles sont ces problématiques qui sont des questions qui sont sans lien avec le business, mais qui sont quand même importantes pour votre marque. Prenez par exemple l'exemple de la marque d'enfants du pareil au même. À l'époque, ils avaient organisé une campagne où pour chaque article de vêtements acheté chez eux, vous pouviez offrir la même à des enfants qui étaient dans le besoin. Bon. Donc tout ça, c'est des dimensions qui sont des questions sociales, des principes sociaux à laquelle votre entreprise et votre marque adhèrent et que vous pouvez parfaitement intégrer dans votre récit.
Vous voyez parfaitement très bien, j'imagine, quand je vous raconte cet exemple, quel type de contenu vous pourriez produire et qui générerait une belle photo qui serait superbe à partager sur Facebook. Par exemple, vous montriez un enfant qui est dans le besoin, vêtu d'une petite tenue du pareil eux-mêmes et qui se trouverait euh, en Afrique, bon, bah, dans un état de besoin très fort, et vous mettriez à côté la photo d'une petite fille qui irait dans son école proprette du 4e arrondissement de Paris, habillée dans la même tenue. Bon, ça susciterait partage et émotion, et ça part à la base d'un positionnement de valeur de votre marque, sans lien direct avec votre business. Troisième input, bien sûr, c'est tout ce qui concerne le média. L'idée, c'est quand on parle de votre marque, dans quel contexte on se réfère à vos produits, à votre entreprise ou à votre marque. Donc, on ne parle pas nécessairement d'un point émotionnel ou sentimental. Ce que je veux dire, c'est que quand on parle de BMW, est-ce que je parle de voiture super rapide ou est-ce que je parle de voiture allemande? Vous voyez. C'est important parce que c'est toujours un bon insight de comprendre comment les médias perçoivent votre marque, quand vous parlez, parce que dans certains cas, c'est peut-être ça qui va vous amener à voir et à vous faire changer votre récit. Donc, même chose, même raisonnement avec les communautés. Bon, euh, quand ils parlent de votre marque, quel est le contexte? Encore une fois, la question, c'est pas de savoir si c'est positif ou négatif. Là, on fait référence à dans quel contexte ils laissent des commentaires. Quand ils parlent sur les blogs, quand ils laissent un commentaire sur YouTube, quel que soit le fond de la conversation, dans quel contexte est-ce qu'ils ont ces conversations à propos de votre marque? Ça, c'est aussi un élément à prendre pour construire votre récit. L'intérêt des fans, bien sûr, quand vous ciblez un segment, quand ils ne parlent pas nécessairement à vous ou avec vous, quelles sont les conversations, les types de conversations qu'ils ont? Quels sont les autres domaines qui les passionnent? En général, c'est rarement lié à votre marque directement. Bon. Si vous travaillez pour une entreprise qui vend du réseau ou des microprocesseurs, les gens, on peut concevoir qu'ils ne vivent ni ne meurent pas avec des microprocesseurs, a priori. Ils n'ont pas des photos de data center dans leur salon. Bon, vous avez compris l'idée. Ils sont intéressés par d'autres choses qui les rend heureux, qui les rend tristes, malheureux, joyeux, enfin tout ce que vous voulez. Et il faut que vous compreniez quelles sont ces choses-là. Euh, Si vous êtes Nike, quand votre communauté de fans évoque autre chose que leurs progrès, la course à pied, les sensations de footing, etc., si on reprend l'exemple du running, quels sont les autres sujets? Demandez-vous quels sont les autres sujets qui les motivent, quels sont leurs autres centres d'intérêt, passion. Souvent, pour les coureurs, typiquement, c'est la cuisine, l'alimentation ou les voyages, parce que quand vous êtes coureur, vous voyagez pour faire des marathons à droite à gauche, ou vous faites très attention à ce que vous mangez, bref. Donc pourquoi ne pas intégrer dans votre récit de marque ces autres dimensions-là? Autre élément à prendre en compte qui compose votre récit, la performance du contenu passé. Euh, S'agissant de votre contenu, il faut absolument que vous puissiez déterminer quelle performance votre contenu a eu par le passé et naturellement en tirer les leçons. Encore une fois, si vous êtes Nike et que vous avez intégré dans votre récit une dimension alimentation, euh, mais que vous vous apercevez finalement que l'histoire intégrant cet élément emballe bof les foules, adaptez-vous, changez quoi. Enfin, comportement de recherche, bien sûr, il faut comprendre le comportement de recherche. Bon, ça c'est également un point critique et un principe vraiment essentiel. Là, on retombe naturellement sur les mots-clés, on est quand même sur le digital, hein. Donc, les mots-clés de votre activité. Donc, si votre marque a peu de notoriété euh, ou qu'elle est peu connue, quelle proposition de valeur vous pourriez avoir à offrir quand ils vont effectuer des recherches autour des mots-clés de votre industrie? Bon. Enfin, dernier élément qui compose la construction de votre récit et qui est souvent assez oublié, on se pose souvent la question de savoir comment est-ce qu'on associe finalement le service client avec toute la mine d'informations dont il dispose au storytelling. Donc si vous analysez des entreprises comme Leroy Merlin, La Redoute ou Ikea, il y a énormément de conversations qui sont en ligne, qui se réservent autour du service client. Donc c'est une mine d'or pour comprendre quels sont les problèmes de ces gens-là, d'accord? Et ensuite créer des contenus autour de ces problèmes qui vous donneront autant de sources d'imagination pour développer un récit qui les touchera et qui sera un peu plus émotionnel que de parler simplement du boulon ou du clou qui manquait dans le dernier meuble Ikea que vous avez acheté. Donc voilà.
L'idée ensuite, c'est réellement, une fois que vous avez posé ces piliers, que vous avez constitué cette masse informative, c'est d'établir un cadre de travail pour votre récit de marque. Ce que vous devez faire, donc, c'est vraiment d'essayer d'établir ce cadre. Donc, on peut vous donner 3 guidelines pour l'établir. Parce que quand vous êtes une marque, votre récit, vous avez finalement trois grandes façons de l'envisager. Et quand vous réfléchissez bien, tous les récits de marque que vous trouverez, ou qui vous interpelleront après cette formation peut-être, vous arriverez toujours à les regrouper dans ces 3 catégories. Euh, donc le premier cadre de travail, c'est de partir du postulat que votre marque est l'histoire elle-même. Donc là, le récit centre tout sur la marque. Donc c'est tous les contenus promotionnels qui sont des contenus en tant que tels et dont l'histoire va porter sur la marque. Donc la marque et le récit, donc en général, il faut quand même qu'elle soit devenue une vraie référence et une légende suffisante pour constituer un récit qui soit intéressant en elle-même. Bon, le meilleur exemple de ça pour moi, bon, ça reste quand même Coca-Cola. Il y a une telle histoire autour de Coca-Cola et de la bouteille que raconter une histoire qui parle du produit ou la marque et l'histoire elle-même, ça fait sens parce qu'ils auraient des dizaines d'anecdotes à raconter sur l'histoire de Coca-Cola, qui est une histoire fantastique au demeurant et en tant que telle, indépendamment de notre envie d'acheter du Coca. Bon. Le deuxième cadre de travail que vous pouvez utiliser, c'est lorsque la marque est un personnage au sein du récit. C'est pas le personnage lui-même, mais elle intervient dans l'histoire. Donc là, ça regroupe tous les contenus qui vont être créés en intégrant des porte-paroles de marque, des ambassadeurs, comme celui que je vous avais montré avec Carolina Kourkova. L'idée ici, c'est vraiment de permettre au consommateur de s'identifier à une personne physique qui va incarner la marque. Bon, évidemment, Red Bull aussi, avec tous les sportifs de haut niveau, dont celui qui a fait son saut, là, je me souviens plus de son nom, mais qui a vraiment fait quelque chose d'absolument bon, extraordinaire. Alors je dis pas qu'on s'est tous sentis incarnés, enfin qu'il a incarné ce qu'on représentait, mais c'est vrai que ça nous a permis d'avoir une connexion quand même incroyable avec Red Bull quand on l'a vu faire son saut depuis l'atmosphère, quoi, les bords de l'atmosphère. Troisième cadre de travail que vous pourriez utiliser, enfin troisième grande catégorie dans laquelle on peut ranger les récits de marque, c'est quand en fait c'est la marque qui commente l'histoire. Donc là, ça implique qu'il existe vraiment une histoire aussi très intéressante. Donc là, c'est tous les contenus qui sont créés pour permettre aux consommateurs de s'identifier, mais à une personne qui va incarner la marque parce qu'elle est la marque. Donc le meilleur exemple de ça pour moi que j'ai trouvé, c'est Disney, qui en tant que tel est une histoire à lui tout seul à raconter, mais qui peut commenter sa propre marque, parce qu'il y a d'un côté l'histoire de Disney, d'autre part les histoires que raconte Disney au travers de ses dessins animés. Donc ensuite, ce qu'on vous propose pour essayer de cadrer la construction de votre récit, c'est d'établir ensuite les thèmes du cadre. Donc c'est une forme de petit schéma que vous pourriez établir qui vous permettrait de regrouper un peu toutes ces informations et de les structurer autour d'un tableau un peu normé. Donc lorsque vous pensez à ce que ces éléments représentent, ce que vous devez vous dire c'est, bon, ok, on a 3 différents moyens de raconter une histoire, où on est au cœur de l'histoire, on est un personnage de l'histoire où on commente l'histoire. Bah, l'idée ensuite, c'est de filtrer tous ces 3 prismes et de les fonder sur le contenu principal. On appelle ça des piliers de contenu. Bon. Donc on développe des piliers de contenu, des catégories de contenu. Ça peut être des contenus qui sont liés aux publicités, aux événements de la marque, du contenu en temps réel, des histoires de consommateurs, des avis consommateurs, de la curation de contenu. Mais l'idée, c'est vraiment de vous permettre de disposer d'un message marketing solide et de fusionner les deux pour que vous arriviez à avoir une sorte de filtre, de guide conducteur, de fil conducteur, pardon, pour raconter votre récit de marque au sein de toutes ces catégories de contenu et donc au sein de tous ces supports. Troisième template qui peut vous être utile pour essayer de structurer votre récit, c'est de cartographier votre contenu par canal. On l'a déjà vu avec la dimension sur les personnages. Ça, c'est réellement un pilier qui peut être intéressant. Donc, il y a 5 piliers différents. Et si vous regardez bien, en haut, vous avez des pourcentages. Donc ça, c'est les exemples de pourcentage de la fréquence de distribution. Donc, vous voyez, on décline. On va dire par exemple, et vous allez déterminer que 15% de l'histoire que vous voulez raconter à propos de vous, toutes les histoires, pardon, que vous voulez raconter à propos de vous, elles constitueront 15%. Voilà.
40% d'entre elles concerneront vos clients, 20% concerneront la résolution des problèmes de vos clients et d'autres 20% consisteront à mettre en valeur du contenu produit par des tiers. Bon. Et vous laissez une marge de 10% pour le contenu produit en temps réel. Donc à ce moment-là, vous avez besoin de savoir où vous voulez raconter ces histoires. Donc, une fois que vous avez construit votre récit, décidé de la répartition, de la fréquence de distribution, des types de récits, bon, vous allez ensuite pouvoir dire, bon ben voilà, ça, je le distribuerai a priori plus sur Facebook, ça c'est beaucoup plus du YouTube, là, ça sera adapté parfaitement bien pour notre blog. Bon, donc c'est ici que là, vous commencez à concevoir vraiment votre stratégie parce que vous avez bien compartimenté chacun des piliers de construction de votre récit et vous l'avez adjoint à vos canaux. À présent, quelques guidelines pour vous essayer de bien alimenter la construction de votre récit. La première des choses à penser, à vous rappeler, c'est vraiment qu'il faut diversifier votre contenu. Un des moyens que les marketeurs américains utilisent pour essayer de bâtir du storytelling et trouver un bon pilier pour le diversifier, parce que parfois, clairement, on manque d'imagination, c'est de s'aider du triangle d'apprentissage d'Edgar Dell. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de lui. Il est né au début des années 90, il était docteur. Il essayait de comprendre comment les gens apprenaient plus efficacement, et en particulier les étudiants. Donc si on en croit ce cône d'apprentissage, euh, expérimenter et discuter d'une même expérience, c'est clairement le moyen le plus efficace d'apprendre à long terme. Bon, là-dessus, rien de bien neuf, ok, tous les profs et tous les formateurs ont pu le constater eux-mêmes. Mais ça donne quand même à penser qu'il y a beaucoup de potentialités qui va représenter finalement le transmédia en matière éducative. Donc, ces supports d'apprentissage, il ne faut pas qu'ils se limitent à un agglomérat de supports de com. Voilà. Il faut bien à un moment donné favoriser l'implication des élèves dans l'expérimentation et pourquoi pas les ouvrir sur le monde. Donc si vous transposez tout ça à votre audience, tout en haut, voilà, on essaye donc de transposer tout ça à l'audience et on l'explique de manière un petit peu normée avec ces différentes strates de pyramide. Tout en haut, après 2 semaines, on va partir du postulat que finalement on n'a retenu que 10% de ce qu'on lit. Donc, si vous pensez au contenu que vous créez, un long formulaire, du contenu de blog, un contenu qui cible une communauté ou même du contenu Facebook, bon, qui va être considéré comme un beau formulaire, il faut penser que, voilà, on croira à 10% de ce qu'on va lire. Ensuite, 20% de ce qu'on écoute. Donc, et ça, c'est ce qu'on retient. Donc, pensez aux podcasts, pensez aux événements, pensez aux vidéos, parce qu'on a plus de mémorisation de ce qui est entendu que de ce qui est lu. Pensez évidemment, alors ensuite, on retient 30% de ce que l'on voit, donc c'est une des raisons qui explique le succès des infographies, des belles photos, bon, et qui sont des bons moyens de diversifier les supports en fait, de diffusion de votre récit. Évidemment, on retient 50% de ce qu'on regarde, d'accord? Un film, une démonstration, une exposition. Donc ça peut être des gabarits de contenu qui sont intéressants à intégrer. C'est pour ça, c'est ce qui notamment donne vraiment beaucoup de succès à tous les petits films un peu divertissants et ludiques qui peuvent être faits dans le cadre d'une stratégie de contenu. Ou tout ce qui concerne les vidéos, comment faire ceci ou comment cuisiner telle recette, ça reste vraiment. On retient 70% quand on participe à une discussion, et c'est là que c'est la clé. Le contenu, c'est avant tout un prétexte à une conversation, et c'est là que c'est essentiel parce que vous comprenez bien que là, vous personnalisez davantage les choses. Enfin, 90% de ce qu'on retient, c'est lorsque vous impliquez les gens à partager, à présenter une expérience et à l'expérimenter elle-même. Donc ça peut parfaitement être le support pour organiser par exemple des events, des workshops, au terme duquel vous faites venir vos clients et vous les impliquez beaucoup dans l'expérimentation des contenus qui sont liés aux produits et services que vous vendez. Dernière chose, évidemment, c'est de définir la tonalité de votre marque. Donc la question que vous vous posez, c'est quelle tonalité d'expression vous allez utiliser pour chaque canal de diffusion.
Vous avez choisi la tonalité accessible. Bon, bah là, l'idée, c'est que votre marque est sympa, elle est accessible, abordable. Donc, vous allez répondre à toutes les questions, y compris celles qui parfois sont pas forcément super claires, parce que vous êtes friendly, vous donnez de bons conseils. Voilà, vous êtes accessible et abordable. Vous pouvez choisir la tonalité de rôle, c'est les quatre grandes catégories, hein, pareil. À chaque fois que si vous observez bien les récits de marque, à chaque fois les tonalités qui existent dans les récits, ça se regroupe toujours dans ces quatre catégories-là. Là, on couvre à peu près tout. Donc la catégorie, évidemment, la tonalité un peu drôle. Donc là, l'idée vraiment, c'est que vous partez du postulat que vous n'aurez jamais de réponse automatisée ni de blabla du type votre satisfaction est importante pour nous. Vous ferez tout sous l'angle fun, faire du shopping c'est fun, vous aurez droit à des contenus fun, parce que l'idée c'est qu'on arrive à vous faire sourire, bref. Donc on a de l'esprit, on aime faire sourire nos utilisateurs, on se prend la tête pour essayer d'y arriver. Voilà. Troisième tonalité, l'enthousiaste. Donc là, l'idée, c'est vraiment, on s'efforce d'être en permanence d'obtenir des clients satisfaits à chaque étape de leur vie quotidienne, des grands moments dans la vie en général. Donc on répond à tout avec enthousiasme, dévouement, et on dit qu'on est content d'avoir répondu. Bref, on est très engagé, très happy. Quatrième tonalité, donc là c'est beaucoup plus sérieux, et évidemment c'est genre intelligent. Donc on est des experts, chaque info qu'on va diffuser par notre marque, quel que soit le canal, bah, va être archi pertinente, vérifiée, légitime, actuelle, enfin bref. Donc là c'est le contenu où il n'y a pas de place pour l'erreur. Il faut absolument qu'on communique sur fiabilité, pertinence, exactitude, fond, forme, bref, à la virgule près, et c'est la devise. Donc ça c'est vraiment les tonalités que vous pouvez choisir pour raconter votre récit de marque. Évidemment, faites simple. L'idée, c'est vraiment que même avec très peu de mots, on doit pouvoir comprendre le déroulement de votre histoire. Je ne sais pas si vous êtes adepte de Choupi, mais ces petits livres ont sauvé la vie de bien des parents. Parce qu'ils sont simples, tout le monde est content, l'histoire se raconte en quelques mots, on a compris, et ça satisfait, c'est rapide à lire, génial pour les parents, et ça reste ludique et sympathique pour un enfant, donc ça fait le job. Dernièrement, je vous ai donné quelques cas de storytelling, pas forcément très originaux, mais qui sont tellement emblématiques qu'on ne peut pas ne pas les citer. Et j'ai pris volontairement des extraits bah, de l'histoire Red Bull. En plus, là, c'était symptomatique parce que vous voyez, c'est quand même assez fin. C'est là sur les différents, que ce soit la page Facebook, le compte Twitter, le Red Bulletin ou leur blog, c'est quasiment tout le temps des sports un peu sensationnels et donc motorride. Bon, vous voyez, c'est très harmonieux, les images sont belles, c'est la même histoire racontée partout, sur tous les canaux, c'est très cohérent, ça a l'air de rien, mais il y a énormément de soin derrière. Le dernier exemple que je voulais vous donner, c'est alors à l'opposé de Red Bull justement, c'est une techno, c'est une start-up américaine qui s'appelle Visage, qui a pris pour angle de son histoire la mobilité. C'est une entreprise qui crée des logiciels de mobilité. Donc elle a décidé qu'elle raconterait l'histoire de la mobilité et que tous les contenus qu'elle produirait seraient faits sous l'angle de la mobilité. Euh, Ils sont extrêmement concentrés sur leur communication sur la mobilité et tous les visuels, les contenus, les images, les ludiques ont vocation à démontrer et transmettre cette même image. Donc ils diffusent pas forcément le même contenu partout, comme Red Bull qui fait très attention que sur chacun de ses réseaux sociaux, il y ait la même scène sportive et qui est une forme de cohérence qu'on ne remarque pas mais qui quand même marque son empreinte. Eux, ils prennent un axe phare qui est bon bah on est une techno, on crée des logiciels de mobilité, donc nous, notre discours et notre récit de marque, ce sera la mobilité et on crée du visuel, du contenu, une charte presque visuelle qui est en lien avec la mobilité. Voilà, ce cours sur storytelling par canaux est terminé. On enchaîne sur la suite. Quatrième et super top module, celui qui est dédié euh, à la stratégie de diffusion de vos contenus. Gros morceau en perspective. À tout de suite.